Oui, mais du coup, ça c'est. Hello, salut. Bien, merci d'être là. Aujourd'hui, avec Brieux, Charles, Élise et moi, on va vous présenter les bases de Vue. Enfin, on va vous introduire à Vue, Vue 3, la dernière version majeure. Du coup, rapidement, un peu d'historique. Vue, ça a été créé par Evan You en 2013-2014. Le mec, il travaillait à Google sur AngularJS notamment, et puis c'est au moment où Angular 2 apparaissait. Et il s'est dit qu'il allait prendre un peu le meilleur de Angular et le meilleur de ce qu'il a dans la tête pour améliorer Angular pour faire Vue, du coup. Il y a la version 1 en 2015 qui n'a pas duré longtemps. La version 2, qui est sûrement la plus connue et toujours la plus utilisée, qui apparaît en 2016. Et en septembre 2020, il y a la version 3.0, qui est du coup la version majeure actuelle. Et là, actuellement, on est en version 3.3, qui est sortie le mois dernier. Je vais attaquer direct avec du code. Donc ici, Vue permet donc d'écrire des composants en mode single file, donc avec du style du JavaScript et du HTML dans un même fichier. Donc vous voyez ici un exemple très très simple avec un template, un script et un style qui génère le petit composant que vous voyez à droite. C'est du Vue directement exécuté. Et donc, voilà, vous pouvez retrouver les éléments de style qui sont reportés, le petit templating ici avec donc le message et le boulpi qui sont insérés tranquillement. Et donc, voilà à quoi vont ressembler tous les composants Vue que vous allez avoir, qui seront des fichiers .vue, tout simplement, et donc, avec lesquels on interagit après, qu'on peut injecter, etc., dans le code. Alors maintenant, je vais vous présenter le template d'un single file component. Donc, ça va être assez simple pour ceux qui connaissent le front. Donc, tout d'abord, pour le texte, l'interpolation de texte, donc, il suffit de mettre 2 accolades. Et donc, à chaque fois que le message sera mis à jour, l'affichage sera également mis à jour. Ensuite, pour le binding HTML, donc on retrouve la notation VHTML. Donc, en fait, vous voyez que ça commence par V. Et donc, en Vue, tout ce qui commence par V est significatif d'une directive. Donc, ici, on a la directive VHTML. Et ensuite, on injecte notre HTML. Comme tous les langages front, il faut faire attention quand on fait ça aux injections XSS. Ensuite, le binding d'attributs, d'expression, ça se fait avec la directive vbind, suivi de 2 petits points ce que l'on veut mettre. Donc ici, si on veut passer en paramètre l'id, donc on met vbind de petit point id. Si ça avait été la classe, on aurait mis 2 petits points classe. Ça peut par exemple être vbind de petit point url pour un lien, ce genre de choses. On a aussi vbind disable, donc ici c'est dans le cas de booléen, ou vbind value dans le cas d'un input. Donc j'ai mis vraiment 3 petits points parce qu'il y en a plein d'autres cas. Ensuite, pour le binding d'expression, donc on a 2 cas. Donc soit on l'injecte directement, comme on a sur la première ligne, soit on fait à nouveau une interpolation. Donc, et elle sera, comme toute expression JS, exécutée directement. Donc voilà. Ce que j'ai pas dit, c'est que pour raccourcir le binding, on peut tout simplement omettre vbind et mettre 2 petits points le mot-clé qui est associé à ce que l'on veut passer en paramètre. Donc, il y a d'autres exemples. Donc, on peut également passer, en plus des expressions ou des simples attributs, une fonction, comme c'est le cas ici, ou même des attributs multiples. Donc, on crée une liste avec association clé-valeur et ensuite, on la passe en paramètre.
Donc maintenant, ce qui concerne le rendu conditionnel, on est encore sur quelque chose de basique avec un VIF et on a également VElseIf ou VElse qui suit forcément un VIF. Il existe aussi en vue donc VShow. Donc c'est la même chose que VIF, sauf que la seule différence c'est que ça va seulement être du CSS. En fait, il apparaîtra forcément dans le DOM que la condition ou non soit respectée. Ce sera juste une question de CSS ensuite. Et VShow, une autre différence, c'est qu'il ne peut pas être utilisé avec la balise template. Voilà. Maintenant, pour le rendu de liste, c'est VFOR. Donc, VFOR, il peut être utilisé avec div template pour un rang ou pour un composant. Donc, ici, vous avez VFOR items in items. Donc, items, c'est notre liste d'objets. Et items va être itéré sur chacun des objets de la liste. Et donc, pareil pour, là, ici, c'est un exemple de rang. Donc, le rang commence à 1 et ici, se terminera à 10. À noter que VIF domine sur VFOR, donc il est recommandé d'utiliser VFOR avant VIF. Maintenant, en ce qui concerne l'émission d'événements, on utilisera la directive VON, qui cette fois n'est pas avec 2 petits points, mais un arrobase. Et donc, on pourra aussi également omettre VON et seulement écrire arrobase et l'événement qu'on souhaite prendre en compte. Donc, on peut également mettre des arguments, comme c'est le cas ici. On passe en argument notre événement. Et donc, ça peut prendre en compte n'importe quel type d'événement de souris, de clavier, en mettant .enter, .tab, .delete à la suite de notre clic, par exemple. Et donc, il existe des modificateurs d'événements. Ils évitent tout simplement d'avoir à créer des fonctions, enfin des logiques à l'intérieur de fonctions, des logiques qui ne concernent pas des données. Donc, par exemple, .prevent ou .submit, ce genre de choses. Voilà. L'une des grandes nouveautés de Vue 3, qui a été ensuite rétroportée sur Vue 2, la version 2.7, c'est la composition API. Avant, on n'avait que l'option API, qu'on va rapidement voir après, mais là, on va globalement, dans ce mini-talk, parler que de la composition API. La composition API, c'est en fait une fine-grained reactivity, fine-grained reactivity, c'est une implémentation de ce type de réactivité qui est notamment utilisée par Solidity avec les signals, ou même récemment implémentée dans Angular aussi avec des signals aussi. C'est la même implémentation derrière, c'est juste l'API qui a une forme différente. Mais du coup, là on a les refs. Donc, pour utiliser les refs, juste on met la valeur initiale et pour l'utiliser, en fait, c'est entouré c'est une classe. La valeur est wrappée dans une classe et pour accéder à la valeur et la muter, on utilise le point value et du coup, ça réagit, ça provoque un re-render à chaque changement de la valeur de notre ref. Si on mettait une count égale à 0, si on mute le count, ça ne provoquera pas de re-render. Du coup, là, on voit que si on appuie sur le flux, ça provoque bien un re-render. C'est bien une valeur réactive. De la même manière, Vue 3 introduit aussi les réactives, qui sont aussi en fait des valeurs réactives. Sauf que là, ça s'applique que pour tous les objets, donc pas pour les valeurs primitives, donc pas pour les strings, les numbers, tout ça, mais ça peut s'appliquer pour les objets, pour les arrays, pour les maps, pour les sets, tout ce qui est objet, ça peut s'utiliser. Et là, contrairement au ref, on n'a pas besoin de faire un point value pour modifier les valeurs dans l'objet réactif là. On fait state.count++ directement, donc c'est un peu moins verbeux, mais ça s'applique que pas aux primitives. Puis du coup, c'est comme avant.
Ensuite, on a les watch, donc les observateurs, qui permettent de réagir à des changements de valeurs réactives. Donc là, pour l'exemple, on a comme avant count, si on l'incrémente, voilà la signature de watch. Donc on a en premier paramètre la target, la valeur réactive qu'on essaye, qu'on observe. Et après, on a un callback pour réagir à ce changement. On a accès à l'ancienne valeur et la nouvelle valeur. Et du coup, l'effet démo ne marche pas. Du coup, si on incrémente, ça fait des feux d'artifice. Pour Watch, on a accès à des options. Par défaut, ça observe changement de... Enfin, pas en profondeur de la valeur active. Donc, si on a un objet qu'on mute, ou un tableau qu'on mute, par exemple, un objet dans ce tableau, ça va pas déclencher le callback de l'observateur, mais on peut faire des deep watchers qui vérifient les changements vraiment de manière nestée. Faut faire attention à ce genre de choses parce que du coup, ça peut poser des problèmes de perf aussi en général. On a aussi l'observateur immédiat qui tout simplement le callback va s'exécuter au moment où on déclare le watch. Donc, par défaut, il n'est pas exécuté où on déclare le watch dans le setup, mais avec immediate, on peut le déclencher de manière immédiate. Et le callback flush, donc c'est par défaut, le callback est appelé avant la mise à jour du DOM. Et en mettant pause, du coup, on a accès au DOM mis à jour après le re-render du coup du composant. Une petite variante, c'est watch effect. Donc là, dans l'exemple, on a un to-do ID, on met un observateur qui refait un fetch chaque fois que le to-do ID change, et de manière immédiate. Dès que le composant se monte, on veut fetch JSON placeholder. Et en fait, c'est équivalent à ça. Donc c'est un peu du sucre syntaxique, mais en fait, watch effect, ça observe toutes les valeurs réactives qui sont accédées dans le callback. Du coup, là, on n'a qu'une seule valeur active accédée, mais on pourrait en avoir plusieurs. Puis du coup, ça fait le même effet. C'est exécuté de manière immédiate aussi. Et à chaque changement de to-do ID, c'est réexécuté le callback. Ensuite, on a les valeurs calculées. Donc, c'est pour avoir des valeurs réactives dérivées d'autres valeurs réactives. Donc, c'est ici. Donc là, on fait juste un count x2. Et du coup, on a une valeur réactive. Count2, c'est une valeur réactive qui peut être utilisée dans le template et du coup, qui à chaque changement provoquera un render du composant. 8 x 2, 16. Ensuite, un peu à la manière de Angular, en Vue, ce qu'on n'a pas en React, on a vraiment des hooks du cycle de vie d'un composant qui permettent de réagir du coup à des événements dans le cycle de vie d'un composant. Du coup, tout d'abord, on a la setup function, donc ce qu'on voyait dans le script setup, c'est exécuté. Ensuite, on a le hook onBeforeMount. Comme son nom l'indique, du coup, c'est avant d'être monté dans le DOM. Du coup, on n'a pas accès au DOM dans ce hook. Mais on a onMounted. Et à partir de là, on a accès au DOM si jamais on veut accéder au DOM dans le script du composant. onBeforeUpdate, c'est à chaque rendu ou re-render du composant. onUpdated, c'est pareil, sauf que c'est après le rendu. onBeforeUnmount, c'est avant. En vrai, ça parle de soi, mais c'est assez bien fait. Et onUnmounted, du coup, là, c'est après que le composant soit démonté, détruit. Et du coup, voilà comment ça rend dans le code. Donc à chaque fois, c'est des callbacks qu'on met du coup à chaque événement du cycle de vie. L'intérêt, c'est que ce qu'on ne pouvait pas faire avec Vue 2, c'est qu'on peut créer des composables.
Donc ça ressemble vachement au hook de React, c'est le même principe. C'est juste que contrairement à Svelte par exemple, où on peut pas dans un composant Svelte, c'est pas la même API dans un point Svelte qu'en dehors, un fichier en dehors. Et bah, pour Vue, l'avantage, c'est qu'on a juste à prendre notre code dans le script setup du point Vue, le mettre dans notre fichier et ça va continuer à marcher. Donc c'est l'un des gros avantages de Vue. Donc on peut juste prendre. Bon là c'est un truc simple, mais si c'est un truc plus compliqué ou si c'est un truc qu'on réutilise dans plusieurs composants, on peut prendre ce code, le mettre dans une fonction qui retourne là, on retourne du coup une ref et une fonction qui mute cette ref. Et on peut l'extraire du coup dans une fonction, dans notre fichier d'une fonction, exporter cette fonction et puis l'utiliser comme ça une fois ou plusieurs fois. On veut. Et autre truc, c'est les template refs, qui sont en fait des refs normales, sauf qu'on les attache à des composants comme ceci. Et ça permet d'accéder aux éléments soit des composants, soit des éléments HTML du composant. Et du coup, on a accès à partir de onMounted, parce qu'avant, on n'a pas accès au DOM, enfin, c'est pas monté, du coup, les inputs du composant n'existeraient pas sinon. Merci. Du coup, ce qu'on a vu, c'est que le principal intérêt de Vue, c'est de pouvoir utiliser les composants. Et pour que ce soit plus simple, on a accès aux slots. Donc, dans un composant enfant, on va pouvoir déclarer une balise slot. Et quand l'enfant sera appelé, on pourra injecter directement tout le HTML qu'on veut à l'intérieur. Ce qui permet de réutiliser les choses, comme une modale, par exemple, on ne va pas s'embêter à la redesigner ou à la refaire à chaque fois. On passe juste le contenu qui nous intéresse. Et c'est un peu plus simple et ça permet de partager plus facilement le composant. Et là, donc, c'est une utilisation un peu plus concrète avec des noms. On peut venir mettre des noms comme ici un header. Comme ça, il va savoir matcher l'équivalent du header et pouvoir préciser plus facilement une architecture dans le template. Donc, on peut le binder avec vslot, mais ça marche aussi avec le raccourci, le petit dièse, pour pas avoir à écrire les vslots. C'est comme les 2 points pour le reste. Ça évite tout ça. Et on peut définir du contenu par défaut. Donc, si on précise rien, un footer, on peut soit le préciser, soit si on n'en a pas besoin, on met celui par défaut et il le fera automatiquement. On peut faire plein de choses avec les slots, mais avec ça, déjà, on a principalement l'essentiel pour faire tout ce qu'on veut. On peut alterner entre slots nommés, non nommés, etc. Mais pour le plaisir de ceux qui vont développer après, c'est sympa de toujours nommer quand il y en a plusieurs. Ça évite de devoir rechercher, passer une demi-heure à trouver quel endroit du template correspond à quoi. Donc, c'est un peu plus simple. Et voilà, encore une fois, c'est juste pour réutiliser nos composants au maximum. L'option API, donc c'est historiquement la manière dont on écrivait du Vue au début, avant la composition API. Donc théoriquement, ça fait exactement les mêmes choses, on a les mêmes possibilités, on peut faire exactement pareil que la composition API. C'est juste la manière dont c'est écrit qui change un peu, et surtout le script. Donc c'est plus organisé. On a nos données d'un côté, nos méthodes, donc fonctions, ensemble, et à la fin, on a tous nos cycles de vie. Donc comme ça paraît architecturé et sympa, mais en fait, si on a un composant qui grossit et qui devient compliqué, c'est immaintenable, c'est une galère de retrouver à chaque fois dans une liste énorme de fonctions laquelle nous intéresse, etc. Si bien quand c'est vraiment des gros composants, on arrive à avoir plusieurs fichiers pour un composant, et du coup, ça perd tout l'intérêt d'avoir un fichier par composant. Donc, ça va un peu à l'encontre de Vue, c'est pour ça qu'on arrive un peu plus maintenant sur la composition API. Et c'est... Ouais, et puis c'est chiant à lire, c'est TypeScript, c'est un enfer. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui font que c'est beaucoup plus sympa de la composition API. Et en termes d'expérience de dev, ça correspond beaucoup plus à ce qu'on a que là où c'était un peu la méthode des classes. C'est un peu le paradigme React, classe, fonction. C'est un peu pareil. Donc ça marche dans les faits, mais c'est voilà, pour du confort de développement, c'est plus sympa de passer par la composition API. Sachant que l'option API est quand même encore dispo sur Vue 3, pour des raisons de portage, etc. Et qu'il y a des gens qui préfèrent ce style-là parce qu'ils ont appris comme ça et tout. Donc elle existe toujours. Après, voilà. Si on fait du Vue 3, vaut mieux faire de la composition API, quoi. Ouais, ça goûte les yeux quand il y a plusieurs lignes de code, ça arrive vite dans un enfer.
Pour un exemple rapide de composants, c'est juste une transfer table où on a des composants, on peut les mettre de chaque côté. Incroyable. Mais bon, ce qui nous intéresse, c'est plus. Rapidement, je voulais vous montrer aussi en React, en React, on a un DevTool et en Vue aussi, on a un DevTool qui est plutôt bien fait. Qui permet de voir les propres qui sont passés aux composants. On a là le script setup avec du coup les propres et puis le state interne du composant. Et je crois que même qu'on peut le modifier. Enfin là, c'est des valeurs réactives, mais non, on peut pas le modifier parce que c'est des propres. Mais C'est pour du debug, mais c'est ça. mais ouais, pour le debug, c'est pas mal. Il y a aussi la timeline pour avoir l'historique des événements. Là, par exemple, on voit tous les clics que j'ai fait. Mais ce qui nous intéressait, c'est juste rapidement de voir le code. Yes. Un bad boy. Ah oui. Ok. Du coup, ça c'est une nouveauté de Vue 3.3 parce qu'avant c'était une galère de déclarer des composants génériques. Donc là on a du sucre syntaxique, du coup on peut déclarer un type. C'est bon. Du coup, du sucre syntaxique qui permet de déclarer un ou plusieurs types. Où là on dit un type T qui étant, qui est un objet qui a au moins un ID comme clé. Donc là, pareil, c'est une macro qui est disponible dans le script setup qui permet de définir les propriétés avec TypeScript comme ça. Ouais. Du coup, c'est système de gauche, système de droite. Define limit, c'est aussi une macro qui permet de dire les événements émis par le composant. Du coup, ça permet d'avoir une autocomplétion quand on utilise le composant et d'avoir une vérification que c'est bien un tableau de T qu'on passe. Enfin non, qu'on reçoit un tableau de T comme payload. Define slot, ça permet de définir des slots qui sont disponibles, exposés par le composant. Donc voilà, après, utilise la composition API. Là, on voit qu'on utilise du coup les directives V4 pour afficher tous les items, VIVS pour afficher le bouton du milieu. Voilà. Et puis aussi, on a style scope. Par défaut, le style, il est global, mais en mettant le mot-clé scope, en fait, on peut du coup, en fait, tout le CSS qui va être là va être seulement appliqué dans le composant, enfin, pour le composant. Ça évite du coup, le style est scope au composant. Ce qui permet en fait au final d'avoir des noms de classe assez génériques, mais qui se collisionnent pas avec d'autres composants. Voilà. Donc voilà, maintenant on va parler de. C'est bon, on va parler un peu de différentes librairies, etc., qui existent, qu'on peut utiliser avec Vue 3. Donc, je vais commencer par vous présenter Vuetify. Vuetify, donc, c'est une librairie de composants qui implémente le Material Design pour Vue.js. Donc, tout le monde à peu près connaît peut-être ou pas le Material Design. C'est un style qui a été établi par Google et donc qui est implémenté dans la plupart des gros frameworks front, non, Angular Material par exemple, et du coup Vuetify côté Vue.
Donc ça permet d'utiliser beaucoup de composants, comme vous pouvez voir là, tout ce qui va être v-quelque chose, c'est des composants Vuetify, et donc qui permettent de très rapidement mettre en place des composants qui correspondent au style matériel, donc avec énormément d'API qui sont disponibles. Donc, par exemple, on voit ici que la vcard elle peut être appelée avec beaucoup de paramètres qui permettent de filer le composant. Et donc, on voit aussi que la vcard possède des sous-composants qui peuvent lui être ajoutés. Donc, par exemple, ici, les vcard action qui vont représenter les petits boutons. Et donc, après, ça fait des trucs. Attention les yeux. Donc voilà, tout simplement. Donc le code va un petit peu bas, mais en vrai, c'est juste de la fermeture de balise de tout ce que vous voyez là. Donc je me suis dit que je pouvais le laisser comme ça. Et puis je savais pas comment le réduire. Ouais. Donc voilà, ici vous pouvez voir qu'il y a une transition avec un show et une image ici qui vient du blog Lixi, que vous connaissez tous. Donc avec un super clic qui est utilisable. Donc on peut rajouter un bouton, et donc le bouton, par exemple, ici, il est dans la partie action de la carte. Donc après, tout ça, c'est documenté. Sur le site de Vuetify, il y a beaucoup de littérature sur tous les composants qui existent, les API, etc. Ce qu'ils ont en lab aussi en développement. Donc je vais vous faire un petit avantage, inconvénient. Donc l'avantage de base du truc, c'est que c'est des composants qui sont prêts à l'emploi et qui sont hautement personnalisables grâce à leurs super API bien nommés, etc. Il y a un support communautaire assez développé aussi, puisqu'il y a beaucoup de gens qui servent de Vuetify parce que c'est matériel et que ça plaît. Donc c'est assez simple d'utilisation, etc. Donc là, je vous ai remis un autre exemple qui utilise quelques petits mots-clés que vous avez vus avant, les slots, etc. Par exemple, donc voilà pour l'avantage, pour les avantages. Et après, dans les inconvénients, bon, alors la slide n'est pas finie, mais j'ai eu un problème de prod ce matin, donc, donc on va faire avec. Donc l'inconvénient, c'est que c'est... alors il y a un tiers entreprise, mais c'est support communautaire, donc voilà, ça a tous les inconvénients qu'on connaît. Des fois, les infos sont obsolètes, etc. Et la documentation est sur GitHub, et donc pas forcément complète. Vous allez très souvent, enfin pas très souvent, mais potentiellement tomber sur des missing documentation. J'ai vu beaucoup ça en majuscule, tout ça. On est vachement déçu quand on tombe dessus sur le truc qu'on voulait voir. Mais dans l'ensemble, les API sont à peu près bien nommés. À l'usage, c'est cool. Je ne sais pas si vous en êtes servi, mais moi j'ai trouvé ça pratique. L'autre inconvénient qui est un peu lié aussi à Vue, c'est le passage de Vue 2 à Vue 3. En gros, quand il y a eu la migration quand il y a eu la Vue 3 qui est sortie, il y avait beaucoup de projets qui sont essayés à cette migration, qui ont eu du mal à la faire parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et aussi beaucoup de choses qui ont changé dans les librairies qu'ils utilisaient, et notamment Vuetify. Le portage n'a pas été fait tout de suite. Il a fallu presque 2 ans pour que Vuetify pour Vue 3 sorte. Après la sortie de Vue 3, donc c'était vraiment long, mais parce que c'est une librairie open source, il n'y a pas trop de gens, il n'y a pas énormément de gens qui travaillent dessus, donc ça a été très très long. Et le problème, c'est que le mainteneur principal, il a fait le choix de tout réécrire au lieu de migrer. Du coup, c'est pour ça que c'était aussi long. Ça lui a pris beaucoup de temps, et donc il y a beaucoup de projets qui se sont retrouvés à vouloir passer à Vue 3 mais qui étaient coincés parce qu'ils utilisaient Vuetify, ou alors ils ont réimplémenté leur design system à eux, etc. Donc voilà, pour les projets en Vue 2, passer sur Vue 3 à cause de Vuetify, entre autres, c'était un peu galère. Et donc ça pourrait se reproduire à l'avenir, vu que le gars... comme tu dis, il a mis beaucoup de temps à faire sa mise à jour. On ne sait pas si ça ne pourra pas arriver pour une prochaine, etc. Donc, ça peut être. Après, c'est un problème qui n'est pas présent que pour Vuetify, je trouve. Enfin, c'est sûrement pour tous les design systems comme Material UI, tout ça. En fait, quand tu crées une application Vue avec Vuetify, tu crées plus une application Vuetify qu'une application Vue, en fait. Et c'est comme Material UI, parce que tu crées une application quand on se retrouve avec Material UI, c'est plutôt une application Material UI. Si tu veux t'en débarrasser, ça reste une galère non plus. Parce qu'on voit vite que, en fait, là, à part la balise template, ils me disent, même les boutons, c'est des boutons Vuetify, etc. Donc, en fait, il y en a partout.
Donc voilà, si vous choisissez d'utiliser Vuetify, il faut savoir que, comme dit Johan, c'est une application Vuetify plus que Vue, quoi. Là-dessus, je te passe la main. Vue, c'est une librairie qui est apparue avec Vue 3, avec les composables du coup. C'est il y a équivalent pour React, React Hook. C'est une librairie qui propose plein de composables assez génériques qui répondent à plein de problèmes. Bon, là, j'ai mis le plus simple, UseMouse, qui permet de récupérer la coordonnée de la souris dans la page où on peut passer en paramètre du composable une target, par exemple une div pour avoir les coordonnées dans la div. Donc ça s'utilise avec un composable et souvent pour ce genre de truc ils ont des renderless components qui mettent à disposition aussi pour utiliser dans le template directement. C'est quoi un renderless component? Un composant invisible qui juste expose des données. Ouais. Un autre truc, c'est Next. Donc, si vous connaissez Next.js pour React ou SvelteKit pour Svelte, c'est pareil, mais pour Vue. Ça a été créé par Sébastien Chopin, c'est un Français qui vient de Bordeaux, et son frère. Du coup, ça propose des routes définies par arborescence de fichiers, un peu comme Next.js. Des serveurs routes, donc qui permettent en fonction de l'arborescence de fichiers, pareil, d'exposer des API. Donc là, c'est vraiment un serveur qu'on fait tourner. C'est plus juste des fichiers JS, c'est du node derrière qui tourne. Ça propose une fonctionnalité d'auto-import qui améliore la développeur expérience. Donc, tout ce qui est dans le fichier composable, qui sont des composables, c'est automatiquement importé. Pareil pour dans le fichier component, pareil dans le fichier utile. Ça permet d'éviter d'avoir plein d'imports dans notre script setup. C'est désactivable si jamais on n'aime pas ça. Au niveau du mode de rendu, par défaut, c'est du SSR, du server-side rendering. Mais après, on peut le définir par route. Donc, on peut faire du client-side rendering pour certaines routes, du rendu statique pour d'autres. ISG, ça veut dire Incremental Site Rendering. C'est du statique, sauf que c'est revalidé après. Je sais pas ce que ça veut dire, mais et il y a un système de modules qui permet d'ajouter par exemple Tailwind CSS facilement, enfin bootstrapper des trucs, un système de plugin, quoi. Enfin, ça s'appelle des modules. Du coup, on a vu que le principal intérêt de Vue, c'est de pouvoir appeler des composants dans d'autres composants. Et pour nous faciliter certaines choses, on peut leur passer des propriétés, donc des props. Le problème, c'est que si on a 10 composants les uns dans les autres et qu'on veut envoyer une propriété du premier au dernier, il va falloir faire toute la chaîne et les passer un par un dans les autres. Donc, pour simplifier ça et que ce soit plus pratique, on a des stores qui nous permettent d'interagir avec le store n'importe où depuis n'importe quel fichier de l'application, n'importe quel composant. Et donc, on s'affranchit du système de maillons et de devoir les passer les uns dans les autres. Donc, à gauche, on a Vuex, qui est l'ancêtre des stores sur Vue, qui était principalement pour Vue 2, qui a un très gros problème, c'est que c'est fait pour du JavaScript. Donc, pour les projets TypeScript, faut rajouter plein de types un peu custom, etc. Donc, ça peut vite être la galère. Et c'est très verbeux. On a nos states qui sont nos variables, nos données. On a nos mutations qui permettent d'interagir avec nos données. Et on a les actions qui permettent de gérer tout le système de mutation. En fait, c'est un peu le chef d'orchestre de tout ça. Donc, ça fait beaucoup d'éléments à déclarer, etc. pour juste des variables, modifier des variables. C'est pas très intéressant. Et ils ont eu beaucoup de mal à passer à la version 3 de Vue. Donc, Pigna fait le jour, qui est à droite, qui est uniquement pour Vue 3, mais qui est beaucoup plus simple. On a directement nos states, donc nos données, et nos actions, qui sont un peu l'équivalent du mix entre les mutations et les actions de chez Vuex. Et en fait, on interagit directement avec. Donc, du coup, ça enlève une des 3 étapes. Donc là, je l'ai mis en haut, c'est juste pour faire le comparatif, mais dans la réalité, on l'utilise plutôt comme le deuxième exemple.
Tout simplement, on déclare des variables, on déclare des fonctions et on les appelle depuis n'importe où dans l'application. Donc, c'est un fonctionnement entre la version 2 donc de Pinia et la version 8. Il y a quand même une grande différence. On s'embête beaucoup moins, c'est beaucoup plus lisible et beaucoup plus simple à utiliser en fait. Donc, Pinia pour du Vue 3, c'est indispensable quasiment maintenant sur les projets. Puis, c'est suffisamment costaud pour faire tout ce qu'on a envie avec. Donc, sachant que Vue intègre déjà des watchers, etc., et des gestions d'événements de cycle de vie, on n'a plus besoin de s'embêter avec des actions à rallonge, etc. Donc, Rex, il existe toujours. Merci. Non, on a dit qu'on faisait pas de Rex finalement, mais j'ai pas eu le temps d'enlever la scène. Du coup, en Minitech, c'est trop court pour tout voir. Il y a plein de détails qu'on a omis, mais le principal, c'est de voir globalement comment ça marche et ce que propose Vue comme API. Notamment, on n'a pas vu Vue Router, qui est la librairie officielle pour faire du routing côté client. On n'a pas parlé de Provide Inject, qui permet, quand on a des composants, par exemple plusieurs composants qui fonctionnent dans un même contexte, en fait, c'est comme des contextes React. Ça permet de provide des propriétés qui peuvent être injectées dans toute l'arborescence des composants enfants. On n'a pas parlé du JSX ou du TSX qui est supporté par Vue. On a montré que la notation template. Donc la notation template qui est utilisée, qui est compilée après en JavaScript et tout, grâce soit à Vite, à Webpack ou d'autres, un bundler. Mais c'est possible de faire du JSX aussi en Vue. On n'a pas parlé des composants asynchrones, des composants built-in. Par exemple, Vue met à disposition un composant type live qui met en cache toute l'arborescence enfant de ce composant. Et ça permet s'il est démonté et qu'il est remonté, de ne pas perdre le state. Et plein d'autres choses en vrai. Voilà. Ouais. Niveau des stats, je crois que j'ai vu récemment, mais je suis pas sûr de la source. Je vais le dire quand même. Que entre Vue 2 et Vue 3, il y a actuellement 30% des applications qui sont en Vue 3 et toujours 70% du coup en Vue 2. Vue 2, la fin de vie, c'est fin 2023. Du coup, en 2024, c'est en fin de vie. Enfin, c'est plus supporté, quoi. C'est plus maintenu. Comme on disait tout à l'heure, c'est pas dur de migrer une application Vue pure. Mais si tu as des librairies dans ton application Vue 2, là, ça dépend des librairies, du coup. Si elles sont migrées ou pas. Vuetify, c'est une galère. Vuetify, il y a des breaks on chain, je sais. Ouais. Dans d'autres librairies, il y a ça, quoi. Donc, ouais, c'est un gros paquet. C'est un sujet hyper sensible, la migration de Vue 3. Dès que tu fais pas du Vue natif, c'est compliqué, quoi. C'est une stat application active ou genre, parce que du coup, je suppose que il y a aussi beaucoup d'applications qui sont actives. Ah oui, c'est clair. Bon, on va pas trop parler de la stat, mais. Elle est sortie du chapeau. Quoi? Du coup, je sais pas si vous avez des choses à dire. Est-ce qu'on a dit qu'on faisait On a plein de questions. On a un truc, vous avez plein de questions? Eh bien, on va passer aux questions. Vas-y, question. Pourquoi on ferait du Vue aujourd'hui? Pourquoi faire du Vue aujourd'hui? Pourquoi faire du Vue aujourd'hui? C'est pas censé avancer. Hein. Je dirais au niveau de la structure, c'est moins laxiste que React. Enfin, c'est moins laxiste qu'Angular, plus laxiste qu'Angular et moins que React. Ça peut être une préférence. Ouais, c'est pas très clair. Bon, sinon, second point. Oui, c'est ce qu'il dit. C'est plus flexible qu'Angular et moins que React. Ouais. Ouais, la courbe d'apprentissage n'est pas si dure que ça. L'API réactivité, elle est plus prévisible, je trouve, que React.
c'est plus clair de savoir ce qui se passe au niveau des mutations, des mises à jour des re-rendus et des mises à jour de state. Alors que React, tu render un peu partout, des fois c'est pas facile de savoir pourquoi. L'écosystème est quand même mature, même si la transition entre Vue 2 et Vue 3 a fait du mal à Vue, à l'écosystème, à la communauté et puis tout ça. Il y en a d'autres, mais je les ai pas en tête. Yes. Je sais pas si c'est sur le même point ou pas, mais en fait, c'est pas pour couper la parole, mais c'est juste parce que non, mais c'est sur le même point, je vois pas qui est le mot. Mais tu dis du coup sur les avantages par rapport à React, que genre tu fais le cycle de vie et aussi la partie réactive, mais du coup je suppose que c'est aussi comme dans React où en fait le problème peut très facilement venir de problème du dev si jamais t'oublies une dépendance de ta, enfin si ton éditeur te dit pas t'as oublié une dépendance, tu vas tout foirer, alors que ça vient pas de l'outil en lui-même, c'est toi qui l'utilises mal. Oui, ça peut être un rôle de dev, mais je pense que c'est plus facile de faire ce genre d'erreur en tant que dev React, ou enfin c'est plus rapide de faire des erreurs dans React, je pense, qu'en Vue. Ok. Mais après, oui, si t'es super bon dev React et que tu travailles tout seul ou alors qu'avec des bons devs React, je pense que t'as pas de problème. Une grosse différence de perf par rapport à React. Ouais, mais après, je pense que ça sent pas trop dans les... Enfin, sauf si tu fais une application critique, mais en vrai, pour la plupart des applications, ça va, quoi. Grosses applications en Vue à l'heure actuelle. Putain, des très gros trucs. C'est moi pas moi, je sais pas qui en fait. Après, c'est quand même utilisé, GitLab, c'est Vue. Donc, c'est quand même une grosse application. Pour Nuxt, OpenAI, c'est leur site. Un de leurs sites, c'est Nuxt. Donc, c'est quand même utilisé en prod par des grosses entreprises, quoi. Mais après, oui, il y a un problème d'adoption. Mais c'est React, c'est utilisé parce que c'est utilisé, en fait. C'est un cercle vertueux pour React, même si après, c'est... Bon, je fais que démonter React, j'arrête. Du coup, il y a quand même... Antoine, tu avais une question? La question, c'était est-ce qu'il y a des... La question, c'était est-ce qu'il y a des grosses applications Vue en prod Ah, ok. qui existent? À l'époque, c'était un peu l'impliquant où tu disais, on part sur le truc, parce qu'on va faire un peu comme tout, mais si tu veux faire un gros projet sur Angular React, est-ce que ça a un peu changé ou pas maintenant? Eh ben, ça existe. En vrai, aujourd'hui, tu peux commencer un gros projet en Vue 3. À l'époque, quand c'est sorti en septembre 2020, du coup, il y avait Vue 3 qui était sorti, mais par contre, les applications, les librairies, par exemple, Vue Router, c'était pas encore prêt. Ça a mis quelques mois à sortir, je crois que ça a mis 6 mois après Vue 3 pour avoir un routeur, Vue Router, donc l'application officielle, le librairie officielle, Vue pour faire du routing côté client. Donc ouais, ça a mis un peu de temps à sortir, mais là, ça fait bientôt 3 ans. Après, les librairies comme Vuetify, les librairies un peu moins officielles, un peu plus spécifiques, là, c'est pas sûr qu'elles soient encore migrées, mais si tu commences un projet, en tout cas, je pense qu'il n'y a pas de problème pour faire une application sur Vue 3. Ouais, Vue 3 natif, c'est battleproof, quoi. Vue 3 natif, c'est battleproof, quoi. C'est battleproof. Ouais, tu peux t'en servir en prod, quoi. Et pour le combat. Est-ce que les frites sont froides? Oui. Bon. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions si on se pose. On va manger. Et juste pour info, les slides, c'est une application de Vue aussi. C'est pour ça qu'on peut utiliser. Sympa, hein. C'est pas, ça s'appelle Slide Dev. J'avais déjà utilisé au tremplin, si vous vous souvenez. Oh, à peu près, hein. Sauf celle que j'ai pas enlevée, quoi. Pas enlever ça.